ordinateur. Voilà, Neuf. l'enregistrement est lancé pour la 96e session du webinaire. Il en restera encore 4 à faire. Et nous allons parler aujourd'hui de l'histoire de la lettre, du signe et du code. Qu'est-ce que c'est qu'un code et comment peut-on justifier autrement que pour des raisons affectives ou des raisons simplement médicales, mais comment peut-on donc justifier et, et quelles sont les conséquences même pour la conscience donc de la conservation du code ADN de notre organisme. Et pour pouvoir le comprendre aujourd'hui, il est très utile de plonger dans l'histoire de l'écriture, dans euh, puisque le code est une forme d'écriture très simplifiée ou très biologique, très naturelle, très première. euh, L'écriture beaucoup plus sophistiquée que l'humanité a développée avec la littérature et avec les lettres, avec les hiéroglyphes, avec les numéros, toutes ces écritures beaucoup plus sophistiquées, en fait, ont des résonances avec le code. Et pour bien comprendre ce que l'on fait quand on conserve du code, on a, euh, on a intérêt à étudier notre conscience de l'écriture, notre connaissance de l'écriture. Alors, ce qui m'est arrivé, c'était que, et ça, je suis obligé de revenir sur ma propre histoire de théoricien, hein, même si c'est pas très agréable de parler de ce qu'on a fait, de son passé. Ça peut être nécessaire des fois, et en l'occurrence, c'est utile parce que voici ce qui s'est passé. C'était en 1985, c'est le premier livre que j'ai produit, c'était sur la sémantique, c'était sur le signe. Qu'est-ce que c'est qu'un signe? Pas l'oiseau qui vole, qui plane, nage sur les lacs, mais le signe SIGNE. Qu'est-ce que c'est que ça? Et ce livre que j'avais écrit, en fait, je l'avais écrit à l'époque pour que l'intelligence artificielle soit instruite de ce que c'est qu'un signe. Je me disais, parce qu'à Ah, l'époque, en 85, on ne savait pas trop. Lacan avait déjà parlé de l'intelligence artificielle. Il avait estimé avec Alan Turing que les machines pensaient et que donc lui avait précisé qu'elle connaîtrait l'inconscient, elle interpréterait l'inconscient mieux que les humains. Et donc, on se, enfin moi je m'étais dit, jeune psychanalyste, jeune psychiatre, je m'étais dit à l'époque, ben, si ces machines vont devenir des psychanalystes, ben, elles ont besoin d'être enseignées et d'avoir une idée de ce que c'est que ce qu'on appelle le signifiant, ce que c'est que le code, ce que c'est qu'un signe, et donc, mon intention a été de faire un texte qui aurait renseigné l'IA. Et comme c'était particulier comme adresse, je m'adressais vraiment à quelque chose de très abstrait et intellectuel, le texte lui-même était complètement incompréhensible pour mes semblables, pour mes alter-ego. Et effectivement, mes confrères ont analysé le texte et l'ont refusé. Mais il faut noter une chose à l'époque, c'est que le fait d'écrire de façon extrêmement difficile à comprendre était un peu à la mode à l'époque. Il y avait eu des gens comme Samuel Beckett ou toute une nouvelle littérature, et bien sûr James Joyce qui avait été fameux pour faire des livres d'un langage étrange. Et donc, ça m'avait un peu conforté dans le projet. Je m'étais dit, je ne m'aventure pas tout de même dans quelque chose de complètement
extravagant. Ça se fait un petit peu. Il y a des tentatives dans le sens de faire une écriture très profonde qui parle d'elle-même. Alors, du fait qu'elle parle d'elle-même, et en l'occurrence, c'était une écriture sur le signe, c'est-à-dire sur les lettres. Donc, les lettres elles-mêmes devenaient des signes. Et ça a donné un écrit qui était donc forcément étrange. Et puis ensuite, j'ai développé d'autres thèses. La vie a continué. Et c'est simplement dernièrement, en 2026, que j'ai soumis ce livre à l'IA Ah et oui. que, euh, et comme c'était son projet, en fait, il y a 30 ans ou 40 ans, et 30 ans, eh bien, Elia l'a compris, a répondu, elle l'a analysé, et elle a effectivement décodé quelque chose qui était très, très caché dans ce livre, qui était le Ah fait, oui. par exemple, que les signes, les lettres étaient comprises comme statistiquement. Moi, j'appelais ça à l'époque l'assiette. Comme on a une assiette sur un cheval, on trouve son assiette. Et je pensais que les lettres avaient une signification un petit peu pour des raisons statistiques. Elles trouvaient leur assiette par rapport aux autres. Et en fait, aujourd'hui, c'est ce qui se passe un petit peu ou assez carrément avec les LLM. On se rend compte que l'intelligence artificielle opère et développe une pensée sur des bases statistiques. Bonjour Sylvie. Donc, nous avançons vers Bonsoir. bonsoir. Nous avançons vers ce livre que je vais présenter, ou plutôt cette thèse, qui va nous montrer, je le dis en deux mots à Sylvie, que le projet d'écrire pour l'IA il y a 30 ans s'est accompli puisque l'IA a lu le livre et l'a compris. Et en a donné un avis. Elle a détecté que je parlais de certaines choses que d'autres lecteurs n'avaient pas détectées. Donc, Excusez-moi, oui, dites, oui. ce que vous avez envoyé, le PDF, c'est la version, c'est pas la version passée par l'IA, c'est votre Non, version comme c'est ça. l'original. Voilà, c'est l'original qui a été publié. Alors en fait, oui, c'est l'original qui a été publié donc en 1985. Moi, je l'ai écrit en Mhm. 83, 83, 84, et puis donc en 85. L'éditeur, c'est Camille Amiche, qui était l'éditeur de Lacan, mais l'éditeur pirate des séminaires de Lacan. Lacan était Ah, décédé juste quelques années avant, et les grandes maisons d'édition allaient prendre possession de tous ces textes, et Camille Amiche allait disparaître et sa maison d'édition. Mais il a lancé une dernière publication, enfin deux dernières publications, c'était ce livre-là, puis le deuxième bouquin que j'avais écrit aussi. d'accord. Donc, je vais commencer tout de suite, si vous voulez, par les images. N'hésitez pas à m'interrompre si vous voyez des choses des questions à poser, des choses à dire Donc, je partage l'écran. Euh, alors, c'est fini. Voilà. Est-ce que vous voyez le Oui, partage? Ok, moi je vais faire ça ici. Donc, vous voyez, en 83, j'écrivais un livre sur le cygne et ce livre, actuellement, il est en vente sur Amazon, sur des sites américains, entre autres. Mais j'ai changé, ça c'est sa deuxième édition, je crois en 2011 ou 2012. J'ai changé son nom parce que à l'origine, le livre s'appelait Théo. C'est mon nom c'est mon patronyme, ce qu'on appelle mon nom de famille, et je lui avais donné pour titre ce nom, Théo,
parce que justement c'était un livre sur la nomination, sur le fait que un nom était un signe, n'était pas simplement de la littérature ou enfin donc j'avais donné à ce livre mon propre nom. Et puis en 2000 et quelques, j'ai changé la couverture, j'ai changé le titre dans la seconde édition. Les explications sont sur Amazon ou sur la Fnac, hein, on les retrouve. Et puis surtout, j'ai ajouté ce que vous voyez ici, une espèce de petit tortillon qui vole dans le Ah, ciel devant une galaxie ou des choses comme ça. Et c'est ce que je vais raconter. Pourquoi est-ce que dans la seconde édition, j'ai fait ce tortillon et qu'est-ce que ça veut dire? Mais en 83, je montrais que, donc nous savons tous ça, que lorsqu'on a par exemple quelque chose comme le E, ce qui apparaît comme un E, si on le met dans l'espace, si on le fait tourner d'une certaine manière, il va apparaître comme un O. Si on comme une ombre portée, ou bien donc un même objet, une même lettre peut, ce sont des signes d'une même chose, mais vus sous des angles différents. Ça, c'était la thèse que j'écrivais en 1983. Et ça s'adressait à l'IA. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ce tortillon que j'ai mis dans la seconde édition, et ces petites choses, ça va correspondre effectivement à quelque chose dont on va parler plus tard, qui est arrivé. C'est un objet qu'on voit sous différents angles et qui opère du même principe que ces lettres que j'écrivais dans mon livre en 83. C'est plus tard, des années plus tard, que quelqu'un va me présenter ces petits objets que finalement j'ai mis dans la seconde édition. C'est pour ça que je l'ai mis dans la seconde édition. Mais avant d'arriver à ce que l'auteur de ces objets appelait justement la flamme, pour ça que je l'ai appelé filame, comme une flamme, mais ah, avant d'arriver à ça, voici ce que je voulais dire en 1983. C'était donc ce livre en 83. Et en 2026, l'IA a compris que ce que je disais en 83, c'était que la signification est un phénomène statistique, comme on le voit donc dans les LLM. Et donc, il y a ici un élément, une source, et statistiquement, il y a un phénomène statistique qui va apporter, qui va mener à la signification. Donc, ça, c'était ce que j'écrivais en 83 et qu'en 2026, l'IA a compris et a traduit. Et j'écrivais la thèse, c'était que cette statistique se construisait à partir d'une sérialisation ou d'une sérisation, d'une sériation, on le prononce de façon différente, mais c'est Jean-Paul Sartre, la philosophie existentialiste, qui avait basé un concept, qui avait établi un concept de sérialisation que j'avais utilisé et c'était donc avant la signification, il y a un phénomène de sérialisation que Sartre avait décrit comme les gens qui attendent le bus, ils sont en une série qui attendent le bus avant d'entrer dans le bus et de se mettre à parler ensemble et d'avoir une signification dans aux différentes stations où ils vont s'arrêter, etc. Donc, ce qui se passait euh, et là, nous arrivons à quelque chose de tout à fait important. Qu'est-ce que c'est que la sérialisation par rapport aux signes? Ici, vous voyez une ligne brune qui ressemble vaguement à une Méditerranée, on peut dire. Là, on aurait l'impression de voir un peu la Grèce, ici l'Égypte, enfin bref, mais c'est n'importe quoi. Ça pourrait être tout à fait autre chose que la Méditerranée. Ça peut être une rivière, ça peut être le bord d'un autre lac ou quelque chose. Bon. Ce que je voulais dire à ce moment-là, c'est que avant la signification, la sérialisation, elle fait une énumération. C'est-à-dire que si vous êtes, par exemple, dans un pays, dans un continent où il n'y a pas de rivière ni de lac, vous allez avoir les villages
qui vont être, qui vont faire une masse. Mais chaque chemin, chaque village peut passer par un autre. Il n'y a pas d'ordre possible à donner dans ces villages. Par contre, si vous êtes un marin sur la Méditerranée et que vous faites la côte, vous allez avoir l'un après l'autre des ports et vous allez avoir une chaîne, une numération de villages. Ce qui arrive aussi le long du Nil, par exemple. Du Nil, le fleuve le Nil, ou tous les grands, ou tous les fleuves, les gens de la préhistoire ou des gens dans l'ancien temps savaient qu'un bord ou une côte permettait de donner une succession ordonnée à ce qui autrement n'est qu'une masse avec des chemins artificiels qui n'impose pas un ordre, ce que Sartre appelait un ordre sériel, et qui donne la base à la numération, et tandis que la sérialisation va aboutir à une énumération. La- et de ce que je disais en 83, c'était que cette énumération aboutissait à la nomination, d'où le titre du livre, Théo, etc. Hein. Donc avant la signification, la sériation énumère et à partir du signe, elle passe à la nomination. Donc ça, c'était l'explication du départ que on peut préciser en une phrase, la lettre est un signe. Hein. Alors, ça, euh, est-ce que j'arrête le partage parce que nous allons nous demander là, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Est-ce que quelque chose ne semble pas clair ou- Ouais, c'est tous les termes qui sont. Mais en gros, je suis, de vous loin. voyez le sens de la chose? Voilà. Alors, dire que la lettre est un signe, hein, puisque donc c'est d'abord, il y a des villages, ce sont des signes, soit dans la forêt ou dans le pays. Et puis, ces signes font une côte, on peut les énumérer. Et puis, ensuite, on peut en faire des lettres, ça s'appelle un alphabet. Hein. Donc, cette chose-là, rappelons-nous que Champollion, à une période, paraît-il, essentielle à un tournant de la civilisation, Champollion, en voyant les hiéroglyphes, disait que les signes, il voyait que c'était des images, lui, il pensait que c'était des images, c'était des signes, on faisait un signe d'un oiseau, on faisait un signe d'une montagne, d'une rivière, il disait que ces signes, il avait découvert que ces signes étaient des lettres. Ça, c'est la découverte de Champollion. Mais ce que je disais dans mon petit bouquin, c'était que c'était pas que les lettres étaient des signes, c'était pas que les signes hiéroglyphiques étaient des lettres, mais je disais au contraire que les lettres étaient des signes. C'est-à-dire que c'était à l'inverse de ce que pense commun et scientifique. Donc je reprends les diapositives parce que ce qui s'est passé, là j'écrivais ça en 83, mais quelques années plus tard, j'ai découvert dans la librairie à côté de là où j'habitais. La librairie s'appelait Le Rameau d'Or, ce qui est une allusion euh, à, à Pythagore et aux écoles anciennes. Et je découvrais un bouquin que j'aurais dû connaître ou qu'on devrait tous connaître depuis longtemps. C'est un bouquin majeur de la civilisation qui avait été écrit à l'époque de Champollion. Champollion était un Français qui allait en Égypte faire ses découvertes, mais à Paris, il y avait un dénommé Fabre d'Olivet qui était un type très célèbre qui a écrit les vers dorés de Pythagore, qui parlait du pythagorisme, c'était un grand érudit parisien très célèbre, et je découvrais
Donc en 80, on va dire en 85 ou 87, je découvrais ce type-là qui s'appelle Fabre d'Olivet et qui écrivait, je découvrais ce livre écrit à l'époque de Champollion, c'est-à-dire durant la Révolution française à peu près. Il écrivait la langue hébraïque restituée et ce personnage, tandis que Champollion disait que les signes hiéroglyphiques étaient des lettres, eh bien Fabre d'Olivet disait que les lettres hébraïques étaient des signes. C'est-à-dire que ce que je faisais avec mes petits tortillons du O, du E qui devient O selon la manière dont on le voit, que ces lettres étaient des signes d'ombre portée, si on peut dire des signes d'une figure originelle, eh bien, Fabre d'Olivet, à l'époque de Champollion, disait la même chose. Et lui, il parlait pas exactement des lettres, mais il était tout près et il disait que la lettre, le verbe hébraïque, l'écriture hébraïque était des hiéroglyphes. Et il disait, il prétendait que on retrouvait cette histoire dans la Bible et que c'était la raison pour laquelle Moïse avait été poursuivi. C'était pas tellement pas uniquement ou seulement qu'il avait tué un Égyptien, mais il avait quitté l'Égypte en emportant les hiéroglyphes secrets de l'Égypte qu'il avait transmis aux Hébreux. Et c'était un des crimes pour les Égyptiens qu'il aurait commis d'avoir volé dans les temples les hiéroglyphes secrets qui étaient devenus les lettres hébraïques, qui étaient en fait des hiéroglyphes. C'était ce que Fabre d'Olivet racontait. Alors, vous voyez que j'appelle ça une première confirmation. C'était qu'à cette époque-là, donc en 87, j'ai eu une espèce de validation du fait que mon aventure sémantique avait été parcourue de la même manière par des personnages notables, et précisément à l'époque de Champollion. Et puis, évidemment, ça parlait de Moïse, ça parlait des Hébreux, et donc on arrivait à cette scène primitive. Qu'est-ce qui s'était passé à ce moment-là pour que des lettres ou des hiéroglyphes secrets soient sortis d'Égypte? Qu'est-ce que c'était que cette affaire-là? Alors, j'étais plongé là-dedans. Ça m'a donc, les psychohistoriens m'ont proposé d'être dans leur administration. J'ai été ensuite à New York pour continuer ces travaux. Et c'est à New York que j'ai appris, alors là, c'est beaucoup plus tard, c'est 10 ans plus tard, je suis arrivé en 97. Quelqu'un est venu chez moi, j'habitais New York, quelqu'un a pris rendez-vous, est venu et il m'a dit, mais est-ce que... Il m'avait connu par l'Internet, puisque l'Internet commençait, c'est le début de l'Internet, c'est les premiers web, enfin c'est pas le début de l'Internet, l'Internet c'est 90, mais c'était en 95-97, c'est le début du web. Et voici, là je vais le lire pour une fois, c'est une théorie faite par un rabbin décédé maintenant. Il s'appelait Stan Tenen et il a créé un site où il a créé une thèse, une théorie qui s'appelle Meru. Donc, dans la présentation vidéo officielle de Meru, il est dit que les lettres, alors c'est extraordinaire, les lettres du premier verset de la Genèse, c'est un code, en fait, c'est un message secret. Si on les prend par paire, et nous, évidemment, ça nous dit quelque chose, puisque Lacan les a pris par trois, et la génétique prend les chromosomes par codon. Et là, si Stenen a trouvé que si on prend les premières lettres du verset de la Genèse par paire, ça produit un motif symétrique qui génère mathématiquement un code que l'on reconnaît, c'est-à-dire une structure torique spiralée vue comme une métaphore d'embryogenèse et des systèmes organisés. En fait, ce qu'il voulait dire, ce que Stantenen voulait dire, c'est que ici, the first verse of Genesis, c'est-à-dire le premier vers de la Genèse, est en fait une formule mathématique qui donne la formule topologique de ce petit tortillon que j'avais montré tout à l'heure,
hein, et, que, et qui est à l'objet, à l'origine des lettres hébraïques. Nous avons ici la photo de Stan Tenen, c'est plus Fabre d'Olivet que j'avais trouvé en 87. En 97, un des disciples de Stan Tenen est venu me voir et il m'a apporté ce tortillon-là en me montrant sur le mur qu'en faisant des ombres avec ce tortillon, on arrivait à faire les lettres de l'alphabet hébraïque, mais aussi grec et autres. Tous ces alphabets sont dérivés l'un de l'autre. On retrouve ces mêmes structures de lettres. Et nous, alors, on retrouve les vidéos hein, dans le site meru.org, et puis je le citerai aussi. Voici par exemple une image de cette vidéo où on voit que toutes ces figures, alors cet alphabet hébraïque sont, d'après Tenen, il le montre, hein, sont des ombres portées de de ce qu'il appelle la flamme, dont la formule dont on retrouve la formule dans le premier vers de la Genèse qui donne les codes de sa clé de lecture, si on peut dire, hein, ou de sa lettre. Ah, Euh, excusez-moi, voilà. vous avez Oui, découvert la même chose que Tannen, si je comprends bien. exactement. C'est ça. Ok. Et Stanen m'a donné la confirmation de. Alors, Et oui. vous avez à la même époque, pardon? Non, moi j'avais écrit ça en 83. C'est Oui. en 87 que j'ai eu la connaissance de Fabre d'Olivet. J'ai vu il y avait anguille enfin que c'était potentiellement, ça résonnait dans d'autres thèses. Et puis 10 ans après, il y avait ce rabbin américain qui fait toute une. Vous verrez le site, hein, meru.org, vous verrez, ça J'ai foisonne vu de. quelques vidéos, j'ai vu Oui, quelques vidéos de lui. Mais donc, oui. il a découvert plus tard, donc. Oh bah lui, je connais pas. Alors Stenen, je ne l'ai jamais connu. Stenen était Ok. quelqu'un de très très agressif. J'ai connu Dan Winter, qui était quelqu'un qui avait tenté de faire écho à Stenen, de prendre Uh-huh. ses théories pour faire son propre enseignement, New Age, avec ses tortillons, Mhm. avec ses... Et Stenen lui avait envoyé ses avocats et Dan Winter a dû vivre en Ouais. dehors des États-Unis, il était poursuivi, j'en avais un peu parlé de ça, je crois. Et, Oui, et oui, moi, personnellement, j'aime bien que les gens viennent me voir comme son disciple, mais enfin, je contacte les gens, mais Stenen, je n'ai pas contacté, non. mais à mon avis, vous avez découvert ça ensemble, à mon avis. Mais bon, allez savoir. Oui, ben, il faudra. Souvent, Oui, oui. les- les découvertes se font en même temps, Mhm. à différentes Oui. parties. Quoi. Oui, mais cette C'est découverte ma elle était théorie. ancienne, hein. Oui, il m'a regardé Fabre d'Olivet, lui, il y avait 2 siècles, hein, et puis Oui, oui. probablement, c'était connu depuis tout le temps, probablement, hein. Et C'était. oublié, pour être oublié ensuite. Oubliées ou bien parmi les choses secrètes. Alors, à ce point, ce que je dois dire et pourquoi, donc, moi, je faisais attention à l'approche de Stenen, c'est que Stenen, lui, et d'ailleurs, il le marque, il dit que c'est un alphabet. Euh, Mhm. mais, mais il s'avance un peu trop loin. En tant que rabbin, il faut bien se souvenir tout de même que l'alphabet a été popularisé par les gens qui habitent actuellement sur la bande de Gaza. C'est les Philistins. Ah, Principalement, donc, les Palestiniens, c'est eux qui ont mis ces lettres en alphabet. Donc, mhm. l'ordre sériel alphabétique devait être connu par les Égyptiens, puisqu'ils avaient le Nil, enfin, tout ça était. Mais disons, dans la première transmission, les lettres étaient en vrac. Et ce sont Mhm. simplement les peuples de la mer qui en ont fait l'alphabet avec toute la puissance que ça leur a procuré. Et quand Mhm. Stenen met en alphabet sa découverte, sa flamme, si on peut dire, il fait quelque chose qui euh, est en contradiction, je pense,
mais j'en ai pas les secrets. Ça doit être très compliqué, mais c'est en contradiction ou c'est euh, en opposition avec la transmission hébraïque ou la transmission égyptienne. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose avec l'alphabet qui me semble extrêmement important, puisque ça a caractérisé donc les peuples de la mer et donc l'âge sombre. Et a été, disons que la lettre hébraïque a traversé l'âge sombre, la lettre a traversé la catastrophe de l'effondrement grâce à son alphabet, à sa mise en alphabet Ah oui, ou quelque chose d'accord. comme ça, ou quelque chose comme ça. Il y a il n'y a pas simplement le signe, si vous voulez, mais il y a le fait alphabétique. Et ça Mhm. se trouve justement dans le code qui est organisé dans cette série, dans cette sériation. On trouve donc un facteur important de la découverte de Ténen, c'est la composante alphabétique. Et Tenen ne parle Mhm. pas il dit pas pourquoi est-ce que ces lettres sont orientées dans tel ou tel sens. Lui, Tenen, ben, vous verrez dans son site, est resté fasciné par le fait qu'on retrouve cette formule dans la main et que par Mhm. conséquent, Mhm. il disait que quand on fait des gestes avec les mains, le cerveau parle, fait ses lettres de la même manière. Bon, lui, il s'est plongé dans cette direction dans ses recherches. C'est vrai Et oui. il y a une connexion entre les mains et le cerveau, c'est clair, c'est clair. Énorme, bien sûr, oui, 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 oui. Donc Et, ça, et- c'était, voilà. Mm, jusqu'aux mains et des mains jusqu'au cerveau, c'est clair. Enfin, mm, je l'ai mm, expériencé, quoi. Mhm. mm. Mais alors, l'autre chose que Stenen ne faisait pas ou n'a pas fait, à ma connaissance, hein, Mhm. c'est que justement, il n'a pas montré en quoi cette organisation de la lettre et de sa numérisation, de son mise en alphabet, en quoi cette opération avait une fonction de signe. Ça, il n'en a pas parlé. Il a dit, ouais, regardez ce machin, le premier verset donne la formule de ça, on le met en nombre, ça fait des lettres. Ça y est, Mhm. j'ai tout compris, ça se passe dans la tête et dans les mains. Bon, il a compris quelque chose, c'est sûr, il a montré quelque chose, mais, mais il ne l'a pas montré en tant que, il n'a pas fouillé ou été exploré quelle est la fonction de signe que ça fait pour autrui. Et c'est ce que je m'essayais. Alors, c'est ce que maintenant, je vais expliquer quelle était, moi, mon intention première quand je parlais du signe, que je découvrais Mhm. ensuite comme étant donc une série ordonnée d'ombres chinoises d'une même formule. Alors, je vais vous présenter donc quel était et comment ces signes prenaient leur assiette, comme je disais. Donc, je vais vous montrer quelle était l'intention plus profonde que simplement la projection de la lettre. Qu'est-ce que mon bouquin, qu'est-ce que j'essayais de, de formuler donc à l'époque. Alors, Mhm. ça, je vais devoir, on va tout reculer, on va remettre en arrière. Vous avez, voici comment, voilà. Je vous rappelle une chose, que le webinaire dernier, on disait qu'un Oui. enfant qui assiste aux signes est civilisé, c'est-à-dire que et que c'est en groupe, que cette conscience, c'est-à-dire avec un accord sur l'alphabet, sur un ordre qui est partagé par tous, ou quelque chose qui fait signe, civilise l'enfant. Alors, ça vient donc de ces premiers travaux de Théo, et voici ce que je voulais dire. Vous savez que en noir, ici, vous avez le moment psychanalytique, c'est-à-dire un signifiant représente le sujet pour un autre signifiant. Bon, là, c'est une formule très hypothétique sur le code. Le code, bah, c'est du code. Le code code quelque chose qui est lui-même codé. Un code informatique correspond
finalement, il présente quelque chose. Mais un signe, c'était l'hypothèse de mon bouquin, hein, un signe représente quelque chose, selon justement toutes ses vertus de projection, etc., mais le représente pour quelqu'un. Si on peut dire, Stenen était resté à l'idée, à cette phase, le signe représente, ou la lettre représente quelque chose dans différents angles, mais j'avançais l'hypothèse, moi, que cette chose-là avait la vertu de devenir un signe pour quelqu'un. Et je l'expliquais comme ça, hein. Ça, c'est le dernier schéma du livre Théo. Et ceux qui ont suivi les webinaires ben, ont reconnu que nous avons, ça c'était Philam, ou le livre Philam. Donc là, ça nous dit quelque chose. Évidemment, ça ressemble bien à quelque chose qu'on connaît. Mais Ouais. ce petit machin que je vais expliquer là, ce machin ici, où on voit ici en fait un singe avec une figure effrayante, un prédateur, et puis l'effroi, etc. Cette chose-là, cette combinaison du signe, j'écrivais qu'elle se mettait à l'horizontale, comme ça, ce qu'on voit ici étagés l'un au-dessus de l'autre, se mettaient l'un à côté de l'autre. Je l'isole comme Mhm. ça. Et c'est ça, c'était la figure fondamentale de ce que c'est qu'un signe. Ça, c'est une figure effrayante, ça, c'est le signe de la peur, et ça fait signe Mhm. aux autres qui on le signale que c'est la peur. Donc, c'était l'idée initiale que je schématise comme ça, hein. Et si on retire le signe lui-même, puisque le signe va disparaître dans la signification, on oublie que justement la lettre est un signe. Si on le fait disparaître, il passe dans le miroir. On retrouve donc, comme je le disais, ce fameux modèle optique qui est cette formule de Lacan, avec un miroir, des objets en dessous d'une boîte, des objets au-dessus, des objets de l'autre côté du miroir. Et donc, on le retrouve, on retrouve comme ça. Donc, je me basais, en bon étudiant lacanien, hein, j'avais pris le modèle optique et je faisais ma théorie du signe là-dessus, où ici, nous avons la conservation du code, euh, qui aujourd'hui, c'est la conservation du code. À l'époque, c'était le signe. Et je dis aujourd'hui que cette conservation du code, c'est le signe de la conscience. Nous avons ici le signe de la conscience ou de quelque chose, si on peut dire, pour un individu, hein. Donc, et ça, tout ça, c'était sur le modèle lacanien. Donc là, j'arrête à ce stade de nouveau la, la présentation pour voir si vous avez, s'il y a des questions à préciser avant qu'on aille plus loin. Est-ce que ça a un peu de sens, ce que je raconte là? Vous voyez ce que je faisais à l'époque? Mhm. Vous êtes un peu visionnaire quelque part. Oui, on a chacun ses trucs, hein. Oui. Et donc, euh, alors, ce que je vais préciser, on va préciser un petit peu parce que donc le livre Théo, alors maintenant j'ai apporté des images, mais voici, je continue à expliquer ce que ce livre, ce que cet écrit originaire indiquait, qui aujourd'hui peut nous expliquer où se situe la conservation, pourquoi on peut dire que la conservation du chromosome, c'est un signe de conscience, hein. C'est un signe de conscience que nous donnons aux enfants qui voient le signe que nous, c'est pas simplement le nom du père qu'on leur transmet, mais l'enfant ou la société constate que en conservant le chromosome, vous faites un signe euh, qui est placé donc comme un signe de conscience. Alors, je l'explique comme ça. On va aller par étapes. Je reviens
sur l'expérience intéressante, je pense, que j'ai pu faire avec l'IA, justement. Je reprends Mhm. ici ce schéma que nous venions de voir, hein, ce schéma ici. Je l'ai remis en petit. Donc, cette composante dessus, dessous, elle est mise à l'horizontale. Et c'est ici le module principal, c'était ça, le module que l'étude sur la lettre étudiée euh, et rapportée ensuite dans le modèle optique comme ici. Et elle faisait cette étude à partir parce que j'avais joué sur le mot qu'un singe fait un signe. Il y a beaucoup d'animaux qui font des signes, hein. Les dauphins, sans doute, les corbeaux, les oiseaux, peut-être les souris. Mais on imagine que les singes, puisqu'ils nous ressemblent et qu'on a l'impression que que nous sommes intelligents et que nous faisons des signes, on leur attribue aussi cette vertu, puisque donc on se ressemble les uns les autres. Alors, ça, c'était la première image. Si vous voulez, cette image fondamentale, c'est ici l'image de l'effroi, de la frayeur. Et donc, voici un représentant de la tribu, donc un sujet, le un de la tribu, avec sa tribu derrière, ou sa horde, et il y a un prédateur qui arrive, et ils se font peur l'un l'autre, hein. Et donc, ce que je voulais montrer, c'est que c- voici comment ça se passe. Ce que Théo développait, enfin, ce que le livre développait, c'est que, et c'est là où il y a eu la première difficulté de l'IA, ce que j'ai demandé à l'IA, je lui ai dit, l'IA, fais cette image. Alors, elle a fait l'image d'un singe devant un prédateur et sa tribu derrière. Et je lui ai dit, maintenant, montre le même chef de horde qui se retourne vers sa tribu en désignant du doigt le prédateur et en disant il est dangereux et en lui montrant la grimace. Et là, le chef de la horde, le grand singe, le grand dos argenté, fait un signe à son peuple ou à sa tribu, comme quoi il y a un danger. Mais l'IA, quand je lui ai dit, donc, le grand singe se retourne et il désigne le danger, l'IA, pour commencer, n'a pas fait retourner le grand singe. Il a tout ça, il a mis le grand singe qui pointe le danger. C'est la première difficulté. Mhm. Alors, j'ai dû le corriger. Là, ça correspond aux écrits que je faisais un sujet, présente quelque chose pour quelqu'un, c'est non, Théo. Donc, et tout ça, c'était pour enseigner l'IA, hein. Et effectivement, l'IA a commencé à patauger. Enfin, alors j'ai insisté, j'ai modifié le prompt, je lui ai dit. Et donc, elle a en effet tourné le singe vers sa tribu, mais le singe ne faisait pas signe à sa tribu. Ce que je lui disais, il faut qu'il tourne son visage pour les regarder en disant, exactement comme ce que je disais tout à l'heure, une petite fille qui montre l'image dans le miroir en disant qu'elle est muette. Mhm. Elle en cherche le témoignage vis-à-vis de la personne avec qui elle était. Eh bien, l'IA, je lui dis, oui, mais montre que ce dos argenté fait le signe adressé à sa tribu. Et l'IA a plaisanté encore et elle a fait regarder l'auteur, si on peut dire, plutôt que de le tourner vers la tribu. Alors, il a fallu que je le tourne moi-même manuellement. J'ai pris l'image et j'ai fait, et ça, c'est moi qui l'ai créé par une manipulation et c'était ce que je voulais dire dans cette théorie du signe. Ça, c'est toute cette succession de, de cette image première à celle-ci. Si vous voulez, c'est ça toute la thèse de Théo. Et ce qu'elle disait en plus, c'est que ce signe se produisait par les effets d'inversion de la lettre, comme on les voit dans les ombres portées, que c'était la lettre en se retournant qui devenait un signe de conscience.
Mhm. Donc vous voyez que c'était pas tout à fait simple, mais que tout de même c'était illustré et c'était le but, le projet de ce premier livre, c'était, je pense l'avoir un peu résumé. Il nous reste un diapo à faire parce que évidemment, euh, on n'est pas encore arrivé à la nomination et on va finalement parler des chromosomes après cette préparation hein, que je viens de vous présenter de ce bouquin qui avait été écrit en 1983-85. Ouais. Mm. Mm. J'ai une question, si vous permettez. Oui, bien sûr. Oui, finalement, comment avez-vous pu retourner l'image? J'ai pas bien suivi cette partie. Oh ben, Comment vous... je l'ai découpé et j'ai demandé de tourner le calque, inverser, faire une inversion horizontale du calque. Et finalement, j'ai pu tourner manuellement l'image que l'IA n'arrivait pas à faire. Beau Ok. bricolage. Je vous Oui, félicite. si je vous donne tout à fait le détail, on va y revenir d'ailleurs, parce que là, j'ai, je vous ai pas montré toutes les images exactement. Voici exactement comment ça s'était produit, la séquence. Donc, on avait commencé comme ça. Ensuite, Ouais. je fais la théorie du signe à l'IA. Elle, elle fait un signe qui ne veut rien dire, en quelque sorte, qui s'adresse à personne d'autre aux deux éléments. Ensuite, il continue à être en contact avec le prédateur, mais il ne s'adresse pas à sa tribu. Et quand j'ai insisté, et là c'est une image que je n'ai pas montrée, si elle avait fait ça, ah ben, non je ne l'ai pas montrée, excusez, parce que c'était cette tête ici qui était finalement tournée. Non, dans mes travaux, je l'ai pas fait, excusez-moi. Ouais. Mais Mhm. c'était donc par une manipulation, vous voyez, de graphique, hein, Lucas, que j'avais fait. Mhm. Mhm. D'accord. Oui. Comme si, donc, alors là maintenant, on va reprendre, puisqu'il nous reste une dizaine de minutes, enfin un peu plus, on pourra parler. Voici, on fait un résumé. Ça, c'était ce que je faisais il y a 30 ans. Et aujourd'hui, donc, nous avons ici la conservation du code, hein, c'est le signe. La conservation du code est un signe qui est le signe de la conscience d'un individu, hein, qui est un signe de conscience, comme ce grand singe qui est le signe d'un individu ou qui s'adresse aux individus de sa tribu. Et voici si on l'applique au modèle optique, vous vous souvenez, il y a eu des webinaires là-dessus, et donc on ne peut pas tout refaire le détail, mais c'est pour information, pour bien, je dis en résumé. Nous avons déjà montré que dans ce modèle optique, dans ce schéma ici, à l'endroit de cet œil, de ce regard, nous avons en fait l'équivalent du chromosome de la science qui fait un corps. Donc ce chromosome de la science qui fait un corps autour de lui, c'est son épigénèse, il y a le chromosome, il y a le corps de l'individu, et que dans la réflexion, dans le langage, dans le miroir qui est dans le langage, l'individu se voit comme un signe. Donc il y a eu tout un webinaire là-dessus, se voit donc dans ce génome conservé, et pour que nous soyons complets et que nous nous rappelions des webinaires que nous avons faits, ceci est l'image de la conscience et surtout de l'identité féminine, de l'identité de l'une. Et on se rappelle de Mulholland Drive, qui veut dire euh, mul, mul, ça veut dire ruminer, ça veut dire réfléchir. Le film de David Lynch s'appelle Mulholland Drive, ça veut dire réfléchi et conduit. Réfléchit et conduit. Mule on and drive. Réfléchis et conduit. Ça veut dire cogite un petit peu et vas-y. Et donc,
cette cogitation, nous l'avions fait, nous l'avons théorisé en montrant dans ce modèle optique qui est le modèle de la réflexion, on cogite, de la cogitation, que nous trouvions en effet, le film Mulholland Drive décrit effectivement ici exactement comme ce singe qui regarde, nous regarde nous-mêmes au lieu de se retourner vers ce qu'elle ne veut pas voir, qui est et là on retrouve son identité, sa conservation, enfin qui est prise par une autre, etc. Donc on retrouve, si on veut, si on est intéressé, on peut replonger dans les webinaires anciens et on trouve que ceci correspond aussi à une thèse de l'identité de l'individu et de l'individu féminin, pas simplement du représentant mâle, masculin et de ce qu'on appelle le nom du père. Donc voici ce que j'ai pensé important dans notre entreprise, qui est vraiment celle de promouvoir la conservation de l'ADN et de développer ces signaux de conscience dans l'humain. Voici ce que je pensais assez important de montrer parce que ce que ça montrait, c'était que c'était les racines de cette prise de position actuelle sur l'importance et le sens que prend donc la conservation de l'ADN. La théorie est peut-être discutable, mais ces 30 ans de théorie dont je vous ai dit un petit peu les chapitres et comment l'histoire de la lettre, sans parler de la scène primitive et toute la psychohistoire, mais là, j'ai donné des jalons importants pour comprendre les raisons de mon argument actuel. Tout cela a un sens. Oui. Moi, j'avais une question par rapport au grand singe là. Oui. Pourquoi vous avez pris un animal en fait pour parler de signes? Parce que je me disais que vous auriez pu prendre par exemple un leader avec Absolument. une foule, par exemple. Absolument. Hein, et alors, du coup, ma question, c'est pourquoi un grand singe? Parce que je me dis que peut-être pour l'animal, le signe est différent. Oui. Alors, d'abord parce que je pense que plus les hommes montent au pouvoir et plus ils deviennent comme des grands singes. C'est d'abord pour ça. Et d'ailleurs, une chose que je ne vous ai pas dite, mais je vais vous la montrer tout de même. Je vais vous la montrer. On l'a déjà vu cette Bon. image, mais je la représente. C'est quelque chose dans mes méditations. Ici, nous avons typiquement, c'est ce que bon, j'y avais pensé, j'avais pensé le dire, mais je ne l'ai pas dit. Typiquement, nous avons, à mon sens, la figure d'un politicien, c'est-à-dire quelqu'un Oui. qui dit, oh, il y a un danger, il y a un danger, mais lui qui Mm. n'est pas, ne s'engage pas. Il n'est pas, Mm. donc c'était effectivement votre question est judicieuse et donc mais enfin, voilà, j'y avais bien pensé aussi, hein, oui. Mais- Parce que je me Bien. dis que peut-être l'IA, justement, dans la réponse, quand vous lui demandez de faire un signe, est-ce que Hmm. pour l'animal, le signe est la même chose que pour l'homme? Eh bien non, parce que justement, il n'a pas, et notamment à partir du... Alors là, on entre dans... Enfin voilà, je vous dis non, c'est mon opinion et je vous explique pourquoi. Ça nous fait entrer sur d'autres choses. C'est que le, le, le primate n'a pas développé dans sa gorge, dans sa voix, Mm. ce qu'on appelle les voyelles et donc la possibilité de faire un alphabet. Et ça, c'est-à-dire que cette flamme que Stan Tenen voyait dans les mains, projetée dans les mains, personnellement, alors là, il y en a aussi toute une théorie, et on en a parlé dans les webinaires, cette flamme, je la vois dans ce que j'appelle le formant, c'est-à-dire la résonance dans la gorge. Et la résonance dans la gorge a cette vertu, justement, que Stenen voit dans les mains.
Donc, je ne suis pas entré dans tous ces détails, hein, mais c'est Mm, pour ça mm, que je pense que mais que l'animal fait des signes sans le savoir, en fait. Et qu'effectivement, Mhm. il n'est pas comme l'IA ne veut pas le montrer en train de désigner mm, le prédateur parce qu'effectivement, l'animal ne peut pas le faire. Ouais. Mhm. mm. Vous l'appelez le dos argenté parce que traditionnellement, les gorilles, c'est les vieux gorilles, c'est pour ça? Oui, Vous oui, oui, l'appelez c'est le dos les argenté. dominants, les mâles dominants, C'est dominant. Mm, oui, 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 oui. Mm, D'accord. mm, mm. Mhm. Enfin, les chefs de ordre, ce que Freud, après, Freud dit, il les assimile au père de la horde et pense qu'à un moment, ils ont été dévorés et que c'est le début du cannibalisme et donc de la mm. civilisation. Mais ça, c'est la thèse de Freud sur le meurtre du père, sur Totem et Tabou et sur Ah, par celle de le porc Haarsman. était et Mm. mangé, c'est ça? Oui, oui, Pour oui. ça, d'accord. Mm. Oui, Freud n'était pas aussi franc-parler que Haarsman, hein, ce youtubeur qui vraiment fait une théorie sur l'anthropophagie, mais c'était bien ce que Freud avait signifié en parlant tout bas. Il n'en avait pas fait, euh, même si c'était essentiel à sa thèse sur le meurtre du père, c'est par dévoration. Ah, c'est même pas un meurtre symbolique, donc, d'après lui. Ah non, non, après il devient symbolique. Mais au départ, Ouais. il est dévoré et c'est parce que on a du mal à l'avaler, le cas de le dire, on en fait quelque chose de symbolique. Ouais. Mais parce que le meurtre du père, enfin, symboliquement, c'est pour pouvoir se construire sa propre personnalité, si je me trompe pas. Oui, 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 oui. Parce que dans la thèse freudienne, donc à l'époque de la horde des primates, ou quand le primate devient humain, euh, il entre dans l'humanité par le cannibalisme, et ce cannibalisme s'adresse surtout au chef de la horde, au père totémique, parce que il pense, l'anthropophage, selon Freud, selon la théorie de Freud et d'Arsman, Ah, pense qu'il va acquérir la mémoire et donc les pouvoirs, et que s'il a mangé le mâle dominant, donc il va avoir le droit en titre d'être dominant. Et là, c'est on la entre. croyance c'est la Oui, croyance des Amérindiens. des. Ils voient de leur ennemi, enfin, ou même le cœur. Oui, 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 oui. Oui. Donc, c'était sur de l'anthropologie que Freud avait fait cette hypothèse. Aujourd'hui, Haarsman le lit même dans la Bible, hein, puisque j'ai interrogé des gens qui connaissent bien la Bible. Ils disent en effet, il y a de forts soupçons que la Bible évoque des pratiques de cannibalisme et de sacrifice d'enfants. Par exemple, celui Ah, d'Abraham qui sacrifie son enfant, mais Dieu Mm. l'arrête à ce moment-là et on entre oui, dans ah, une civilisation parce qu'on arrête ces rituels. Mm. hmm. Ouais, il y a rien de prouvé qu'il allait le manger non plus. Il allait le sacrifier, oui, mais bon, pas bon. Peu Mm, importe. mm, 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 mm. Ben, après, il y a ce fameux ceci est mon corps, ceci est mon sang, et puis. C'est Oui, troublant, mais ça, ouais. Mais enfin, mais les- on peut dire c'est tiré par les cheveux, et puis c'est peut-être pas une preuve scientifique. Hein, mais d'après ceci est mon corps, enfin, il se serait sacrifié lui-même, oui, le oui, Jésus. oui. Mm, Il ne peut mm, pas être sacrifié par quelqu'un d'autre. mm, Enfin, mm. Mais il y a certainement eu beaucoup d'anthropophagie à certaines périodes de l'humanité ou de l'humanisation. mhm. Maintenant, certains disent que ça continue, que c'est utilisé pour des raisons politiques, justement, mais ça, ce sont des hypothèses qui sont un peu secondaires par rapport c'est comme c'est. Bon, on peut le signaler, comme on peut signaler les prédateurs, mais c'est pas les prédateurs qui sont les plus intéressants. Le plus intéressant, c'est l'évolution, c'est d'évoluer. Mhm. Mais surtout pour du pouvoir, quoi.
non? Les sacrifices d'enfants et tout ça, ce serait Oui, pour les oui, Grégor et tout ça, oui. pour du pouvoir. Oui, oui. D'après Lloyd de Mause, c'était cette troisième psychohistoire qui s'est concentrée sur l'histoire de l'enfance, Lloyd de Mause disait enfin, vous trouvez, il y a des rituels donc anciens, on sait, sacrifice d'enfants, etc. Mais il disait que c'était courant que des temples, voire des églises même, on sacrifiait des enfants dans les fondations pour. Euh, Ah oui. mais moi, j'ai l'impression que l'humanité est terrifiée par la procréation, parce qu'elle a le souvenir des surpopulations. Quand Ah, Euripide raconte la cause de la guerre de Troie, il dit c'est pas une histoire d'Hélène ou de femmes et tout, c'est parce qu'il y a une surpopulation et que les dirigeants ont voulu éliminer une partie de la population. Et hum. je pense que c'est une terreur que la surpopulation, l'humanité en a la mémoire et elle sait que c'est très très mauvais signe. Mm. Mais j'avais acheté ce bouquin sur soi-disant, ces égrégores. En fait, ça parle pas d'égrégores, ça parle de statues magiques et tralala et tralala. Et ça parle Mhm. justement de faire des sacrifices, enfin, des offrandes et tout ça, Oui, oui, pour voir, encore une fois. Mhm. Donc, oui. on peut imaginer que qu'en sacrifiant un enfant, on, on gagne du pouvoir. Voilà. Certains l'imaginent peut-être. Oui, oui. On peut Mhm. tout dire. Oui, oui, oui. Ça fonctionne Voilà. Mais alors peut-être, on va là, remarquer. oui, oui. Pas essayer. Mais donc là, on parle de quelque chose qui est justement une chute par rapport à ce progrès qui est celui plutôt que de manger sa descendance, conservons d'où nous descendons, c'est-à-dire conservons notre code ou nos Mhm. origines. C'est une autre façon plus évoluée de conserver la mémoire. Et L'idée, ouais. nous sommes arrivés à 32. J'interromps l'enregistrement et on va pouvoir donc arrêter l'enregistrement.